Alors, donc nous avons étudié, rapidement vu le sketch d'Omar et Fred, hein, qui constitue, on va dire, une activité, on va dire, démarrage de la partie sur le licenciement. Et là, donc, on va étudier finalement toutes les procédures, toutes les choses à connaître, hein, qui vont vous être, alors je ne vous le souhaite pas, hein, mais qui potentiellement peuvent vous être utiles lors d'un licenciement. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a deux types de licenciement. Il y a le licenciement pour motif personnel et le licenciement pour motif économique. Donc, le licenciement pour motif personnel, c'est un licenciement d'un salarié en particulier. C'est pour ça qu'on appelle ça motif personnel. Il y a eu un événement avec un salarié en particulier qui va finalement produire derrière le licenciement. Et ce licenciement, pour motif personnel, pour qu'il soit valable, il faut qu'il ait une cause réelle et sérieuse. Alors je mets vraiment en gras cause réelle et sérieuse parce que c'est vraiment la clé de base d'un licenciement. Et puis derrière, on va étudier une procédure qui est très stricte en termes de licenciement. Alors, donc le licenciement pour motif personnel, il est possible s'il y a faute du salarié et s'il y a aussi, hormis la faute, hein, en dehors de la faute, un événement non disciplinaire. C'est-à-dire, imaginons, votre salarié n'est pas à la hauteur, il est insuffisant au niveau professionnel, il a des insuffisances au niveau professionnel, en termes physiques, ça ne va plus, il a des problèmes de santé, peut-être. Ou alors, par exemple, il refuse la modification d'un élément important du contrat de travail. Auquel cas, vous, l'employeur, pourra procéder au licenciement. Alors, cet élément de la cause réelle et sérieuse, c'est vraiment, encore une fois, le cœur. C'est un, comment dire, de la procédure, peut-être pas de la procédure, mais c'est vraiment l'élément central dans la décision de licenciement. Alors, pour que le licenciement puisse être mis en place, il faut vraiment que cette cause ou ces causes réelles et sérieuses répondent finalement à trois conditions. Alors, lesquelles? De façon assez logique. Déjà, il faut que la cause existe, hein, qu'elle soit réelle dans les faits. Il faut aussi que la cause réelle et sérieuse soit fondée sur des faits précis et vérifiables. L'employeur ne peut pas émettre on va dire, des arguments qui ne pourraient pas être vérifiables, hein, concrètement avec des preuves. Et il faut que finalement que ce fait qui existe et qui est vérifiable soit suffisamment important pour justifier la rupture du contrat de travail. Alors imaginons, est-ce qu'un employeur pourrait, parce que son salarié est arrivé deux fois en retard durant l'année, avec peut-être des preuves à l'appui, hein, est-ce que pour autant c'est suffisamment important pour que, il puisse le licencier? Voilà. Donc c'est vraiment ces trois conditions cumulatives qui doivent être présentes pour que le licenciement finalement soit valable. Alors quand on dit valable, hein, valable auprès des prud'hommes. Concrètement, l'absence de cause réelle et sérieuse va entraîner pour l'employeur des sanctions pour licenciement injustifié et tout ce qui va derrière. D'accord? Qui dit licenciement injustifié, toutes les primes, les indemnités de licenciement. Alors, j'ai un exemple hein, concret. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, hein, si pour vous le licenciement il était valable ou pas. Donc c'était un article hein, qui est paru il n'y a pas très longtemps sur, il me semble, la Tribune, qui parlait, alors janvier 2020, il me semble, hein, qui parlait d'un salarié qui avait été licencié parce qu'il avait eu mauvais caractère. Voilà, tout simplement. Euh, alors, qu'est-ce qui s'était passé? Donc, c'est un cadre commercial, hein, je vous laisse lire, hein. Il a été, par exemple, jugé pour des phrases déplacées. On vous donnait un exemple de mail qu'il avait envoyé. Peut-on répondre à ce besoin? Oui, non. C'est ni fait ni à faire. Vous êtes très mal informé. Soyez plus visionnaire. Euh, Utiliser un ton très autoritaire, je trouve. Enfin, c'est pour essayer de vous faire comprendre que. Donc voilà, concrètement, l'employeur et peut-être les salariés hein, l'ont trouvé un peu trop direct peut-être, un peu trop d'un caractère, on va dire mauvais caractère tout simplement. Alors, donc l'entreprise a décidé de le licencier pour faute grave. Justement, on verra les différents niveaux de faute.
Et quand on dit faute grave, ça dit bah, sans indemnité de licenciement. Donc, ce mauvais caractère, voilà ce qu'ils avaient dit, hein. Ils avaient expliqué que ça créait un climat conflictuel, une ambiance délétère dans l'entreprise, et puis que bah, ces reproches incessants finalement aboutissaient à, à, à nuire, hein, au bon fonctionnement de l'entreprise. Alors, dans un premier temps, donc ça avait été jugé par les prud'hommes. Donc je vous laisse lire, hein. Donc ils avaient jugé que c'était pas une attitude, n'était pas cette attitude n'était pas une faute grave, mais que effectivement ça a justifié tout de même un licenciement. Voilà. Bien que, encore et ça c'est important, bien qu'aucun propos ne soit expressément agressif ou arrogant. Et puis, donc cette affaire est remontée plus haut, hein. On peut penser que les prud'hommes, donc ils ont jugé que c'était pas une faute grave, mais que le licenciement était effectivement justifié. On peut penser que cette personne, la personne licenciée, est allée devant la cour d'appel et puis est montée plus loin devant la cour de cassation, troisième degré, qui finalement a écarté la solution du licenciement. Alors qu'est-ce qu'ils ont expliqué? Ils ont expliqué que tant que les juges n'ont pas constaté l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, l'auteur, c'est-à-dire le salarié licencié, était demeuré finalement et demeuré dans la limite de l'exercice de sa liberté d'expression. Et les propos excessifs, finalement, si on peut, dans une entreprise, considérer des propos excessifs, pour qu'ils soient excessifs, il faut, selon la jurisprudence, qu'ils soient humiliants, que ce soit des critiques graves, faites dans un intérêt personnel, des menaces, des critiques virulentes, des respectueuses. Et en janvier 2012, concrètement, la Cour de cassation avait cependant admis qu'un responsable commercial soit licencié parce qu'il employait un ton agressif et méprisant envers ses collègues et supérieurs. Ce qui n'était pas le cas de ce monsieur. On considérait que finalement, ça restait dans la limite de sa liberté d'expression. Donc voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, pour ma part, il me semble qu'effectivement, bon, il a un caractère difficile, mais bon, si toutes les personnes qui avaient un caractère difficile étaient licenciées, ce serait compliqué dans les entreprises. Voilà. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, donc justement, on va parler de licenciement pour faute. Vous avez déjà entendu parler du licenciement pour faute, et concrètement, il y a trois types de fautes. Donc, il y a la faute sérieuse, là, c'est la faute la plus, on va dire, le plus bas niveau en termes de faute, hein. Imaginons bah, une faute sérieuse, je vous donnerai des exemples plus loin. Donc là, vous avez le droit à toutes les indemnités, donc c'est-à-dire préavis et indemnité de licenciement. Donc là, c'est tout simplement un salarié qui a eu un comportement fautif dans le cadre de son exercice, de l'exercice de son contrat de travail, et l'employeur a le droit de le licencier. Donc concrètement, elle est bien différente de la faute grave, hein. Donc la faute grave qui, elle, est un comportement fautif, mais, euh, mais ce comportement, finalement, il est tellement grave que ça rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. Donc voilà ce qui diffère. Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut trouver comme faute sérieuse? On peut trouver bon, manquement à la discipline tout simplement, manquement professionnel, pas à la hauteur en termes professionnels, abandon de poste. Imaginons, vous ne venez pas de 2 3 jours dans votre entreprise sans prévenir, des absences injustifiées, un comportement inapproprié, des critiques, enfin, l'abus de liberté d'expression par exemple. Finalement des fautes, hein, qui sont sérieuses au point de justifier un licenciement, mais qui ne relèvent pas non plus de la faute grave, ou encore plus lourd, hein, de la faute, justement, de la faute lourde. Alors, justement, cette fameuse faute grave, qu'est-ce que c'est? Elle est, euh, elle est tellement importante, la faute grave, donc on a vu la faute sérieuse, la faute grave, elle est tellement importante, comme je vous l'ai dit, qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Et concrètement, finalement, ça se concrétise plutôt par une mise à pied. Voilà, une mise à pied conservatoire, c'est-à-dire on vous met à pied, vous avez fait une faute énorme, enfin, faute énorme, une faute grave, là en l'occurrence, hein, et elle est tellement grave que l'employeur ne vous laisse pas dans l'entreprise, il vous met à pied de façon conservatoire. C'est quoi conservatoire? C'est-à-dire le temps de réfléchir à ce qu'il va mettre en place de par cette faute. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, si on devait la différencier de la faute lourde, par exemple, c'est qu'elle n'est pas intentionnelle.
elle résulte d'une erreur, d'une négligence grave de la part du salarié qui va la commettre finalement sans le vouloir. Et là, dans ce cas-là, l'employeur a un délai de 2 mois pour réfléchir hein, concrètement et déclencher une procédure disciplinaire. Euh, mais bon, 2 mois c'est le grand maximum parce que on reste quand même, il faut quand même que l'employeur engage la procédure dans un délai restreint parce que finalement, sinon ça pourrait être très difficile, on va dire psychologiquement pour le salarié. Euh, Qu'est-ce qu'on peut classer dans les fautes graves? On peut classer le refus de réaliser son travail, la violence au travail, le vol, la persistance apportée, par exemple, alors là, ça, je le tire hein, de jurisprudence, hein, de cas avérés, la persistance apportée des tenues trop provocantes ou inappropriées peut conduire à la faute grave. Et puis aussi, ça peut vous intéresser, l'utilisation abusive d'Internet à titre personnel. Ça, j'en avais déjà parlé. La consultation, bah, ça c'est clair, de sites pornographiques, de rencontres sur lieu de travail inappropriées, l'utilisation de la messagerie, euh, bref, le téléchargement aussi de logiciels, ça il faut le savoir, extérieur à l'entreprise non autorisée, peuvent entraîner aussi une faute grave, hein, c'est avéré, il y a eu des cas et le licenciement pour faute grave a pu être mis en place. Euh, Là aussi un cas de jurisprudence, enfin pas de jurisprudence, un cas que j'ai tiré de jugement des prud'hommes, donc une inconduite avec l'épouse de l'employeur par exemple a entraîné une faute grave. Et concrètement, s'il y a faute grave, cela prive le salarié du préavis, c'est-à-dire il s'en va sans faire son préavis, sans ses indemnités de préavis s'il ne fait pas le préavis, et sans ses indemnités de licenciement. Voilà. Donc ce qu'il va garder, hein, ses droits au chômage, hein, concrètement. Ses droits au chômage et ses congés payés s'il ne les a pas pris. Voilà. Donc ce qu'on peut retenir, c'est ça. Hein. C'est la faute grave, elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Et généralement, elle n'est pas forcément intentionnelle, la faute grave, mais disons elle n'est pas faite dans l'intention de nuire à l'entreprise. Parce que il y en a certains qui vont me dire oui, mais le vol, c'est bien intentionnel. Oui, effectivement, le vol, c'est intentionnel, mais on va dire que le vol qui nous concerne là, c'est un vol qui n'était pas fait dans l'intention de nuire à l'entreprise. Alors que si l'on parle de fautes lourdes, là, c'est donc la plus grave parmi les fautes, on est bien dans, ça j'insiste dessus, hein, dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. Euh, et là, il ne suffit pas bon, que les faits sont intentionnels. Hein, il faut vraiment en plus du fait que les faits sont intentionnels, c'est-à-dire le salarié a la volonté de voler, moi je ne sais pas, de faire une action, qu'en plus de cette volonté intentionnelle, il y a réellement une intention de nuire. Voilà. Donc la faute lourde, hein, c'est le distinguo est pas très, est finalement assez fin entre la faute grave et la faute lourde. Mais ce qu'il faut retenir réellement, c'est ça, c'est intentionnel la faute lourde et en plus l'intention de nuire. Alors, généralement, ce qui se poursuit derrière, hein, forcément, c'est qu'une faute lourde, très souvent, elle se poursuit par une condamnation au pénal. Et les juges vont vraiment, vraiment chercher finalement à étudier les faits reprochés aux salariés et vraiment c'est ce qui va permettre de qualifier le licenciement pour faute lourde, hein, à regarder vraiment cette intention de nuire. Si ce n'est pas le cas, le licenciement sera plutôt requalifié en faute grave. Euh, le cas d'une faute lourde, pas compliqué, là l'employeur ben, pourra prononcer la rupture immédiate du contrat de travail. Euh, et à ce moment-là, le salarié, là aussi, n'aura pas le droit à son préavis ni à ses indemnités de préavis et encore moins à des indemnités de licenciement. Et concrètement, les exemples là sont probants. Faute lourde, ben, le détournement de clientèle vers un concurrent. On retrouve bien le fait intentionnel du salarié et l'intention de nuire. Le développement d'une activité concurrente de celle de son employeur ou encore l'utilisation d'informations confidentielles, par exemple typiquement la divulgation de secrets de fabrication, les agressions ou dégradations volontaires, et là aussi dans l'intention de nuire, et puis le dénigrement de son employeur. Là, on peut revenir par exemple sur l'histoire de Facebook hein, dont je vous avais parlé, où là, le licenciement s'est fait parce qu'il y a eu vraiment
un fait intentionnel et l'intention de nuire à son employeur, hein. Et puis là, vous avez aussi un exemple, hein, l'envoi d'une lettre anonyme. Donc là, c'est des faits qui ont réellement eu lieu, hein. L'envoi d'une lettre anonyme dénonçant de graves manquements amputés sans fondement à l'employeur. En gros, voilà, il y a eu des faits qui ont été commis et la personne qui avait écrit la lettre anonyme a mis ça sur le dos de son employeur. Et cette lettre, concrètement, ce qui a été le plus grave, hein, c'est que ça a été envoyé au seul client de l'entreprise. Et voilà, forcément, derrière, ça a jeté le discrédit sur l'employeur et l'entreprise. Et on était vraiment dans une intention de nuire. Et à ce moment-là, enfin, dans ce cas-là, précisément, l'employeur a pu obtenir le licenciement pour faute lourde. Alors, euh, imaginons, donc finalement, l'employeur décide de licencier un salarié et lui, il estime qu'il y a une cause réelle et sérieuse et finalement, la cause réelle et sérieuse n'est pas vraiment probante, mais elle est absente. Donc là, l'employeur, ça va se retourner forcément sur l'employeur et deux sanctions vont être possibles. Alors, soit on va lui demander de réintégrer le salarié, donc bah, le motif est injustifié. Euh, bon, là, effectivement, c'est possible, hein, ça s'est vu, mais bon, on peut imaginer que c'est très compliqué à la fois pour l'employeur, le salarié, les collègues, etc. Par contre, bien sûr que l'intégration, la réintégration n'est possible que si les deux parties, c'est-à-dire l'employeur et le salarié, sont d'accord. Encore une fois, voilà, c'est très rare, hein. C'est la raison pour laquelle, généralement, le salarié va demander une indemnité euh, qui va être calculée en fonction du cas par les juges au prud'homme. Et puis, donc, effectivement, si la réintégration n'est pas possible, là, on va être dans le cas de l'indemnité de licenciement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'indemnité de licenciement, il y a deux cas. Il y a le cas où le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, d'au moins 11 salariés. Ça, c'est vraiment deux critères importants. 2 ans d'ancienneté et dans une entreprise d'au moins 11 salariés, excusez-moi. Et à ce moment-là, l'indemnité qui va remplacer la réintégration ne pourra pas être inférieure aux 6 derniers mois du salaire brut. Ce qu'on peut dire, le juge peut néanmoins octroyer un montant supérieur à ces 6 derniers mois de salaire brut. Ou alors, euh, ouais, oui, là, il me semble que c'est bon. Et cette indemnité, bien sûr, qu'elle viendra se rajouter à l'indemnité de préavis, à l'indemnité de congé payé. Voilà. Euh, je m'arrête ici pour cette partie, enfin cette vidéo, et je prends la suite hein, dans une vidéo, dans la prochaine vidéo.